L'algorithme du seuil optimal possède une limitation qui est vraiment évidente, à savoir que pour que cet algorithme puisse fonctionner, il nous faut connaître la moyenne ici de chacune des classes, la variance de chacune des classes, ainsi que l'a priori de chacune des classes, donc la proportion de chacune des classes. En d'autres mots, cet algorithme exige de connaître au complet les paramètres de mon mélange de gaussienne, ou en tout cas de mon mélange de distribution de probabilité. Le problème, c'est que la plupart du temps, lorsque on nous donne une nouvelle image à traiter, par exemple, ou des données issues d'une distribution T, leur distribution, on sait a priori, par exemple, qu'il y a deux classes, on sait a priori que chacune des classes sont des gaussiennes, mais on ne connaît pas a priori la proportion de chacune des classes, ainsi que la moyenne et la variance. C'est le genre de choses qui peut changer d'une image à l'autre. Donc, comment faire, c'est la question, pour retrouver ces informations-là ici? Eh bien, pour répondre à cette question-là, il y a un algorithme qui est extrêmement connu, qui s'appelle l'algorithme des nuées dynamiques, ou en anglais k-means. Parfois, par abus de langage, on appelle ça des cas moyennes, qui va essentiellement retrouver cette information-là ici qui est mue, qui va trouver la moyenne de chacune des classes. Donc, comment l'algorithme fonctionne? Allons-y avec un exemple issu du livre de Douda et Hart, qui est un best-seller en technique d'apprentissage. Et le livre de Douda et Hart commence avec cet exemple-là ici, qui est un exemple un peu fictif, où on aurait un pêcheur qui va dans un lac et qui pêche des poissons. Donc, à chaque fois qu'il pêche un poisson, il mesure la longueur du poisson et pèse son poids. Et le pêcheur n'a aucune idée de si le poisson pêché est un bar ou une truite. Tout ce qu'il est capable de faire, c'est pêcher un poisson, prendre la longueur et le poids. À la fin, le pêcheur a 60 observations. Donc, chacune de ces observations-là, c'est un poisson, mais surtout, chacune des observations devient un point dans un espace en 2D. Et on voit ici que sur ces 60 observations, il y a un premier groupe qui se situe ici vers la gauche, il y a un deuxième groupe qui se situe ici vers la droite. Et le but, ça serait d'essayer de regrouper ensemble les observations qui sont les plus similaires pour éventuellement être capable de dire, par exemple, ici j'ai un groupe à gauche de bar et à droite un groupe de truites et la longueur et le poids en moyenne d'un bar et d'une truite est de telle valeur. Donc, l'algorithme des nuées dynamiques fonctionne comme suit. Donc, on commence au hasard à prendre deux centroïdes. Donc, les centroïdes peuvent être complètement pris au hasard, ou ça peut être, souvent ce qui va être fait, c'est qu'on va prendre deux données complètement au hasard, là, par exemple cette donnée, et supposer que ça, ce sont nos deux centroïdes. Donc, dans l'exemple que j'ai pris pris deux centroïdes qui sont littéralement deux points pris au hasard dans l'espace 2D. Et l'algorithme des nuées dynamiques va fonctionner de façon itérative, donc en alternant entre deux opérations. Donc la première opération, c'est d'assigner ou de classifier chacun des points donc assigner chacun des points à une étiquette de classe. Et comment on fait ça? On prend chacun des points ici et on lui assigne la classe qui correspond au centroïde le plus proche. Donc tous les triangles rouges étant plus proches du cercle rouge, on les a mis dans la classe rouge, et tous les autres triangles, on les a mis dans la classe bleue parce qu'ils sont plus proches du centroïde bleu. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de recalculer les centroïdes. Donc ce que je fais, c'est que je calcule la moyenne de tous les triangles rouges, et la moyenne tombe ici. Eh bien, je prends mon centroïde rouge qui était là et je le translate ici. Et je fais la même chose pour les autres observations. Donc, le centroïde qui était ici, je le translate à cet endroit-là. Et je recommence. Donc, avec ces nouveaux centroïdes, j'assigne chacun des points ici à la classe qui correspond au centroïde le plus proche. Donc, la plupart des points ici à gauche, sauf ces deux-là, sont associés à la classe bleue et tous les autres sont associés à la classe rouge. Et là, ensuite, je fais la moyenne des points dans la classe bleue, la moyenne des points dans la classe rouge, je translate le centroïde et je recommence, je réassigne, je recalcule la moyenne et éventuellement l'algorithme va converger, va se stabiliser et c'est à partir du moment où les centroïdes ne bougent plus, c'est signe que l'algorithme des nuées dynamiques a convergé. Et ça ici, le point qui est là, ça c'est la moyenne pour la première classe A, puis ça ici c'est la moyenne
pour la classe B. Donc, l'algorithme des nuées dynamiques, c'est un algorithme non supervisé parmi les plus simples. Et en fait, c'est un algorithme qui est extrêmement simple. C'est pas juste un peu simple, c'est extrêmement simple parce que il découle d'un certain nombre d'hypothèses simplificatrices. Donc, je m'explique. Première hypothèse, il va supposer que la proportion de chacune des classes est rigoureusement égale. Donc, si par exemple, je fais de la classification de pixels dans mon exemple terre-mère, ben je vais supposer que l'a priori terre égale à l'a priori mère. Il émet l'hypothèse que les distributions de ressemblance sont des gaussiennes, mais des gaussiennes d'égal écart-type. Et il va émettre également la troisième hypothèse, c'est que chaque donnée est issue d'une seule classe et donc ne peut pas appartenir à deux classes en même temps. Donc, une donnée peut juste être à 100% terre ou 100% mer, mais ça peut pas être un peu des deux à la fois. Donc, si je regarde quelles sont les conséquences de ces hypothèses-là ici, ben, je vais revenir en arrière. Donc, j'avais dit que le meilleur seuil optimal, c'était le seuil pour lequel la jointe ici, P de terre T égale à P de mer T. Et comme la jointe, c'est l'a priori fois la conditionnelle, ben cette équation-là ici découle de la première. Ben, tout d'abord, la première hypothèse nous dit que P terre et P mère sont égales. Donc, si P terre et P mère sont égales, je peux simplifier ça ici. Deuxième hypothèse, on a dit que la vraisemblance, ce sont des gaussiennes. Mais les gaussiennes, donc ça c'est ce que j'ai écrit ici, j'ai une gaussienne à gauche égale à une gaussienne à droite, mais l'autre hypothèse nous dit que la variance, donc la valeur de sigma de chacune des classes sont les mêmes. Donc si sigma terre et sigma mère c'est la même chose, ben ça ici ça se simplifie. Je me retrouve avec un exponentiel de chaque côté de l'équation. Je peux éliminer l'exponentiel en prenant un log. Et là je me retrouve avec moins le terme au carré divisé par 2 sigma au carré, les 2 sigma au carré s'éliminent, les moins s'éliminent. Donc, bref, à la fin, je me retrouve avec cette chose-là ici. Donc, ça, c'est la différence entre T et puis la moyenne au carré devrait être égale pour une classe versus l'autre classe. Donc, l'algorithme des nuées dynamiques va itérer comme ça ici. Donc, la première chose, c'est qu'on va calculer une étiquette pour chacun de nos pixels, par exemple, ou si vous préférez, calculer une étiquette pour chacune des observations xn. Ça revient au même. Comme ça ici. Donc, on va parcourir chacun des pixels de notre image X et on va regarder si le niveau de gris du pixel n est plus proche de la moyenne terre. Donc, on fait la différence au carré de la différence au carré de la moyenne mère. Et cette différence au carré procède de ces deux hypothèses-là ici. Okay? Donc, faire une distance au carré, ça revient au même que de calculer la probabilité jointe, comme on l'avait vu avec l'algorithme du seuil optimal. Mais ici, on a supposé que les a priori étaient les mêmes et puis que les variances étaient les mêmes pour les deux classes. Et là, une fois que j'ai fait ça, ben, les nuées dynamiques vont ensuite remettre à jour les centroïdes. Donc, les centroïdes ici, c'est les moyennes mu-mère et mu-terre. Donc, comment on fait? On remet ça à jour. Ben, on prend mu-mère, mu-terre, on les remet à zéro, on les réinitialise. Et là, on parcourt chacun des pixels et on calcule la moyenne de tous les pixels associés à la classe 1 et la moyenne de tous les pixels associés à la classe 0, donc les pixels terre et les pixels mère, et ensuite, je normalise. Et ça ici, si je reviens en arrière, il y avait une troisième hypothèse qu'on disait que chaque donnée ne peut appartenir qu'à une seule classe à la fois. Donc, c'est comment ça se traduit ici? Ben, ça se traduit que une donnée, si j'ai une donnée qui appartient à la classe terre, ben sa valeur ici, xn, son observation, va venir uniquement influencer le centroïde de la classe terre et pas du tout le centroïde de la classe mère. Parce que cette observation-là, on évalue qu'elle n'appartient uniquement qu'à une seule classe. Donc, l'algorithme des nuées dynamiques deux classes, c'est le suivant. On commence en initialisant la moyenne des deux classes ici, parce que c'est un cas deux classes, par des valeurs au hasard, ou encore par des pixels pris au hasard. Il faut juste ici faire attention, il y a un warning à mettre. OK, il faut absolument
Des fois, là, on fait pas attention quand on implémente ça, mais il faut absolument que mu-mère soit différent de mu-terre, sinon l'algorithme va dégénérer. Donc, on prend deux valeurs au hasard qui sont différentes, et là, ensuite, on va commencer par estimer t, donc assigner une étiquette de classe à chacun des pixels. Et une fois que ça c'est fait, on va récalculer les moyennes de chacune de mes classes. Et là, on va osciller entre ces deux observations-là jusqu'à ce que les moyennes ne changent plus ou que j'ai atteint un nombre maximum d'itérations. Donc ça, c'était pour deux classes. Avec un nombre arbitraire de classes, l'algorithme n'est pas vraiment plus compliqué. On commence en initialisant les moyennes de chacune des classes, encore là, en prenant des valeurs complètement au hasard ou en prenant des valeurs prises dans mon ensemble de données D au hasard et en disant ça, ce sont mes centroïdes. Et là, ensuite, j'itère entre quoi? Ben, entre l'assigner la meilleure étiquette de classe à chacune des données en fonction des moyennes mu-c, et ensuite de recalculer les moyennes. Et avec les nouvelles moyennes, je recalcule mes étiquettes de classe, et avec les nouvelles étiquettes de classe, je recalcule les moyennes, et avec les nouvelles moyennes, je recalcule les étiquettes de classe, etc., jusqu'à ce que l'algorithme ait convergé, à savoir que les moyennes ne changent plus, ce qui serait signe que l'algorithme aurait convergé. L'algorithme des nuées dynamiques, ou K-means, c'est un algorithme qui est extrêmement connu. Et donc, sur Internet, il y a toutes sortes de tutoriels qui existent et de livres de référence. Je vous recommande très chaudement ces deux références-là ici, le tutoriel d'Andrew Moore ainsi que le livre de David McKay. En fait, en particulier le chapitre 20, où il passe à travers les K-means et éventuellement le soft K-means et l'algorithme EM tel qu'on va les voir dans les prochains chapitres. Voici les résultats ici pour de la segmentation 4 classes et 5 classes pour des images. Donc, on voit que ça généralise très bien à partir du moment que les données sont gaussiennes, évidemment. Mais ici, les distributions des couleurs suivent à peu près des gaussiennes et on voit que l'algorithme des K-moyennes ou K-means fonctionne très bien.